Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi sécurisation de l'emploi est la transcription législative de l'ANI, l'accord national interprofessionnel. Et après tous ces débats, j'ai cherché à le comprendre. Et le mot qui vient à l'esprit, c'est l'OLNI, l'objet législatif non identifié. En effet, il est difficile à définir. Est-ce la simple traduction législative de l'ANI? Et où sont les textes, Monsieur le ministre, qui délèguent aux partenaires sociaux l'ensemble des relations sociales du pays? Qu'en est-il de la prise en compte des chômeurs, des précaires, des non-salariés, des retraités? Lorsqu'il est question de la sécurisation de l'emploi, qui peut raisonnablement penser que cela se limite à l'entreprise? Évidemment, l'État, les collectivités locales, l'ensemble des acteurs de la société ont un rôle à jouer. Oui, l'étude d'un texte élaboré par les partenaires sociaux doit être débattue et amendée par les parlementaires. Or, pendant tout le débat, le ministre nous a constamment rappelés à l'ordre pour coller au plus près du texte de l'ANI. Quel est donc le vrai statut de ce projet de loi? Le gouvernement a-t-il décidé de sous-traiter les relations sociales aux partenaires sociaux? Et si c'est le cas, il convient de le clarifier institutionnellement. Deuxième point, venons-en à l'aspect, au reflet chatoyant de l'OLNI. Les couleurs sont attrayantes, attractives, mais qu'en est-il réellement? Bien sûr, nous nous réjouissons de l'extension de la complémentaire santé, mais, n'est-ce pas au prix d'un affaiblissement du rôle de la sécurité sociale et d'un possible développement des mutuelles à l'américaine? D'ailleurs, les clauses de désignation le préfigurent, d'où la manifestation des abeilles aujourd'hui devant le Sénat qui défendent une mutuelle de proximité. Bien sûr, nous sommes satisfaits des droits rechargeables à l'assurance chômage, mais sans recettes supplémentaires de l'assurance chômage, comment la financer? On prend alors à Paul pour donner à Pierre. Quelle est la catégorie qui sera moins indemnisée pour financer ce nouveau droit? Bien sûr, nous soutenons la création d'un compte personnel de formation, mais quelles en sont les modalités pratiques? Ce droit sera-t-il réellement effectif? Bien sûr, nous nous réjouissons de la possibilité de pouvoir tester un travail dans une autre entreprise, avec la possibilité de réintégrer la première si les choses se passent mal. Mais cela est soumis à l'autorisation de l'employeur, qui peut refuser 2 fois, et s'il n'a pas le droit de refuser la 3e, ce n'est pas pour l'autoriser, mais pour permettre aux salariés de suivre une formation. Bien sûr, nous soutenons l'incitation au CDI pour les jeunes de moins de 26 ans, mais j'attends avec impatience le bilan, car les incitations financières sont faibles et en plus, cela crée un précédent d'exonération à l'assurance chômage. Bien sûr, nous soutenons la taxation des emplois précaires, mais pourquoi n'avoir pas mené une véritable réflexion sur le temps partiel et la précarité? À titre d'exemple, les 20 000 employés vacataires des instituts de sondage ne peuvent bénéficier de la prime de précarité de 10 %, mais seulement de 4 %. Pourquoi? Mystère. Mes chers collègues, nous nous réjouissons de la constitution d'une base de données économiques et sociales, mais pourquoi avoir refusé de l'élargir aux données environnementales, avec aujourd'hui l'importance de l'environnement dans notre société? Alors maintenant, arrêtons-nous sur le noyau dur de ce texte. L'accord de maintien de l'emploi dans les entreprises en difficulté. L'objet est affiché. Pour permettre la survie de l'entreprise, il peut y avoir négociation du contrat de travail en termes d'horaire, de salaire, et ce, jusqu'au redressement de l'entreprise. Mais les circonstances de son application restent floues. Dans le cadre de la concurrence,
quel patron ne sera pas tenté de vouloir renégocier le contrat de travail face à une conjoncture qu'il appréhende comme difficile? Ne serait-ce pas le toboggan qui entraîne l'ensemble du salariat vers le bas? Les accords nationaux, les accords de branche garantissent le progrès social en fixant le cadre de la concurrence entre les entreprises. Avec la possibilité d'y déroger, chaque entreprise sera tentée de succomber à l'appel du dumping social pour rester compétitive. Bien sûr, cet accord doit être validé par les syndicats de l'entreprise. Mais quel est le syndicat qui prendra le risque de s'y opposer avec les propos alarmistes de tout l'encadrement pour sauvegarder l'entreprise? Eh oui, je ne parlerai pas de la réduction des délais de prescription pour porter les conflits au prud'homme. Elles s'inscrivent dans une réduction des droits des salariés. De même que je ne parlerai pas des dispositions sur la mobilité interne. Mais vous voyez bien qu'il reste de nombreuses questions non résolues. Et on aurait pu penser qu'il fallait le temps du débat pour clarifier. Il aurait fallu prendre le temps d'y réfléchir. Au lieu de cela, Monsieur le ministre, vous avez utilisé le vote bloqué au bout de 48 heures de débat. Je vous rappelle que la dernière fois que cette procédure a été utilisée, ce fut au bout de 3 semaines de débat sur les retraites. Et comme je vous l'ai dit, Monsieur le ministre, ce texte est difficilement identifiable. Sa trajectoire aujourd'hui est difficile à cerner. S'agit-il de droits nouveaux ou au contraire d'une régression des droits des salariés? Comme nous n'avons pas pu clarifier, le groupe écologiste s'abstiendra. Je vous remercie. Merci.